Jean-Paul Bury, bonjour. Bonjour. Donc on se connaît puisque on a le plaisir de travailler ensemble pour un programme que j'ai l'honneur de diriger à Sciences Po qui s'appelle Trajectoire Dirigeant. Jean-Paul, vous avez débuté votre carrière au Figaro puisque vous êtes journaliste, vous avez continué au Monde et puis au Parisien, dont vous avez été le rédacteur en chef. Vous avez également été le directeur pédagogique du CFJ, c'est-à-dire l'école de journalisme de la rue du Louvre, et aujourd'hui, vous êtes formateur et consultant en prise de parole et gestion de crise. Alors ça tombe bien puisque notre sujet aujourd'hui, c'est justement la prise de parole de l'entreprise en période de crise. Et ma première question, c'est pourquoi cette prise de parole, spécifiquement en période de crise, ne va pas de soi ? Elle va de pas soi parce que c'est difficile effectivement de prendre la parole lorsque une crise éclate, c'est toujours au pire moment évidemment, voilà, et on est plongé dans la précipitation. La crise, elle se reconnaît principalement, à deux symptômes. Voilà, c'est la direction de l'entreprise perd les commandes parce qu'effectivement il y a un bruit et puis une circulation d'informations qui se fait à l'extérieur qui porte atteinte à l'image de loin. Et puis deux, il y a une charge émotionnelle qui fait que évidemment on peut être emporté par l'émotion, parce que c'est ça qui constitue effectivement la crise. C'est-à-dire que la perte de commande, et puis le rationnel et l'émotionnel qui remplacent le rationnel. Et là, tout peut dysfonctionner. Tout peut et arriver. on a vu les meilleures organisations, les plus huilées possibles, dérailler tout de suite. Et puis vous avez des gens qui tiennent pas la crise et qui vont, des patrons qui sont complètement chavirés. La crise, c'est pas un accident, un incendie, c'est quelque chose qui va surgir. Je vais prendre un exemple pour qu'on soit très clair. Par exemple, l'incendie. Bon, si on parle d'un incendie, on passe immédiatement à Lubrizol. À Lubrizol, à Lubrizol. Voilà. Donc ça, c'est un incendie. Bon, et Lubrizol, c'est arrivé le jour de la mort de Chirac en septembre 2019. Et le patron de Lubrizol a attendu 15 heures avant de prendre la parole. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit je voudrais manifester mon empathie pour les gens qui ont été affectés rapidement. Et puis tout de suite, il a dit mais l'incendie, il a peut-être pas démarré chez nous, il a démarré chez le voisin. Et donc, il est allé tout de suite sur la responsabilité. Du coup, on a estimé que il avait négligé effectivement tout le trouble qu'il avait causé à pratiquement 1,5 million de personnes, quoi, donc qui avaient dû et avant même qu'une enquête ait été diligentée. Oui, voilà. Donc, la communication de crise, dans un premier temps, elle doit exclusivement se limiter à exprimer l'émotion qui est créée par la crise. Voilà. Donc il y a deux temps. Sans se laisser prendre par ses propres émotions. Non. J'ai une question. Est-ce que c'est forcément le dirigeant qui doit parler ? Non. Généralement, il vaut mieux garder cette cartouche en dernier lieu. Qui doit parler en premier ? Voilà. Donc, mais il faut que ce soit quand même une autorité. Ça peut pas être le directeur de la communication. Ça peut pas être un consultant. Il faut que ce soit un DG ou un directeur de BU. C'est maladroit. Pour certaines personnes, ça peut paraître étonnant d'entendre que c'est pas le directeur de la communication qui doit s'exprimer. Pourquoi ? Non, parce que les journalistes vont demander quelqu'un d'autorité qui et puis ils se méfient évidemment des communicants et ils veulent avoir quelqu'un en responsabilité directe de l'entreprise. Voilà, mais ça s'apprend. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que cette déclaration, elle doit se limiter à exprimer son émotion, parce que l'exemple type, c'est celui, ce qu'on explique encore aux étudiants, c'est Erika. Donc, c'était en 99, décembre Total. 99. Oui, c'était le pétrolier qui s'est échoué sur les côtes de Bretagne. Et Desmarais est arrivé à la télé, le patron de Total, et a dit, grosso modo, c'est pas la faute de Total parce qu'on n'est pas propriétaire du pétrolier, on n'est même pas affréteur parce que voilà. Donc il avait été conseillé par ses conseillers juridiques justement pour dégager la responsabilité de Total. Mais cette déclaration était inaudible, insoutenable, parce que toute la France était sous le coup de l'émotion. On était en face ces côtes bretonnes magnifiques souillées par du fioul lourd, drame écologique, ces animaux marins qui agonisaient sur la grève. Donc c'était inaudible. Il faut bien comprendre que la communication,
elle se construit toujours à partir du récepteur. Alors là, vous avez un récepteur qui est dans un choc émotionnel fort. Si on lui adresse un message rationnel, il ne peut pas l'entendre. Donc Desmarais aurait dû commencer par l'inverse. Il l'entend trop bien parce que c'est pas ce qu'il veut entendre. Ben non, oui, évidemment. Et donc ça a coûté cher à l'image de Total. Desmarais aurait dû expliquer qu'effectivement, quand on est confronté à ces images-là, on ne peut être que vraiment bouleversé par une telle catastrophe, et que aussi chez Total, ils sont catastrophés. Pour autant, la responsabilité, dans un deuxième temps. Mais donc, ce qui est important dans la communication de crise, c'est vraiment d'avoir une émission qui est sur la même fréquence que la réception. Et la réception, c'est le grand public qui est en état de choc ou en tous les cas, effectivement, sous le coup du... Et comment on la trouve, cette fréquence ? Qui est-ce qui permet de trouver la fréquence, qui permet d'être sûr qu'on est sur la bonne fréquence ? Comment on peut le savoir ? On la trouve très rapidement sur les réseaux sociaux. Alors, c'est toujours excessif, voilà, mais... Alors, quand on parle des réseaux sociaux, on exclut un peu les grands médias, non, les journaux, il y a les réseaux sociaux, et puis il y a les médias aussi, mais en règle aujourd'hui, ce sont plutôt... Le thermomètre se met sur les réseaux sociaux. Ça va beaucoup plus vite. Les tweets, les tweets, et puis tous les réseaux sociaux qu'on peut examiner et surveiller. Mais comme il se passe un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas finalement les grands médias qui cristallisent ce qu'ils veulent retenir des réseaux sociaux? C'est un peu la course à l'échalote, je vous l'annonce. Donc pour le dirigeant, c'est quand même un exercice assez compliqué. En plus, c'est pas forcément ce pourquoi il a été choisi à la tête de l'entreprise. Non, mais c'est en tous les cas un outil qu'il doit posséder. Voilà. Et aujourd'hui, on n'imagine pas un président, ou en tous les cas quelqu'un qui est en charge, en responsabilité à la tête d'une entreprise, qui n'ait pas la capacité de s'adresser, de prendre la parole devant un écran, devant un micro, de dire son émotion. C'est ce que faisait très bien ça. Par exemple, prenons un autre exemple, la catastrophe de Brétigny avec Guillaume Pépi. Ouais. Pépi restait pratiquement 12 ans à la tête de la SNCF. Il est arrivé immédiatement. Il avait son costume, il avait le gilet des gens qui sont montrant bien que c'était le patron, mais qu'il était au terrain. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, écoutez, pour le moment, la priorité, c'est le plan rouge qui a été déclenché par la préfecture. Il faut venir en aide, secourir les blessés. Ils étaient 70, il y avait eu 7 morts. Et la priorité, c'est celle-là. Et les journalistes étaient déjà sur la responsabilité. Mais Monsieur Pépi, c'est pas étonnant quand on voit que effectivement les rails et puis en tous les cas les lignes ne sont pas entretenues. Ouais. Ouais. Et lui, il est resté simplement dans cette première déclaration sur la manifestation de l'émotion et aussi de l'émotion des cheminots et de l'entreprise, en disant on est confronté à un drame épouvantable. Il peut pas y avoir de pire catastrophe pour une entreprise comme la SNCF que cet accident-là, quoi. Donc c'est dramatique. Et dans un deuxième temps, il a expliqué qu'il y aurait 3 enquêtes, mais il faut... est rentré dans les enquêtes. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il a été écouté. Parce qu'il a manifesté, il s'est un peu déboutonné. Il a dit, moi je ressens la même chose que tout le monde. Je suis pétrifié par ce drame. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup Jean-Paul Bury pour ces éclairages. Donc, on comprend bien que la prise de parole en période de crise nécessite de commencer par ce qu'on peut appeler la logique de destinataire. Absolument. Merci.